Salam alaikum. La plupart des musulmans savent que le riba, l'intérêt, est interdit en islam. C'est une information largement connue, presque évidente, on l'apprend tôt, on l'entend souvent, on l'accepte généralement sans trop la remettre en question. Mais soyons honnêtes un instant. Est-ce que vous savez vraiment pourquoi? Pas seulement parce que c'est écrit, pas seulement parce que c'est haram, mais pourquoi, concrètement, économiquement, humainement, ce mécanisme est une injustice profonde. Parce que tant que cette interdiction reste abstraite, tant qu'elle est perçue comme une règle déconnectée du réel, elle devient soit incomprise, soit contournée, soit subie avec frustration. Or, l'islam n'interdit jamais quelque chose d'aussi central que le riba sans une sagesse profonde, rationnelle, observable dans la réalité. Aujourd'hui, je veux donc vous montrer quelque chose de très simple. Pas un raisonnement théorique, pas un discours idéologique, un mécanisme concret. Je vais vous montrer comment fonctionne réellement le prêt à intérêt moderne, à travers un exemple que tout le monde connaît, que beaucoup vivent ou vivront un jour, le crédit immobilier. Je pense sincèrement que lorsque vous aurez compris ce mécanisme jusqu'au bout, beaucoup d'entre vous ne verront plus jamais le riba de la même manière. Alors, juste une chose avant de commencer, je précise que j'ai écrit un livre qui s'appelle «Le Bitcoin est-il obligatoire en islam?» Il est entièrement gratuit, je ne demande absolument rien. C'est simplement un outil de réflexion pour celles et ceux qui veulent approfondir ces sujets, notamment celui du riba moderne, du système monétaire dans lequel il s'inscrit. Donc si vous voulez aller plus loin, après cette vidéo, le lien est dans la description. Téléchargez-le, je ne demande rien encore une fois, pas même votre adresse mail. Il fait une soixantaine de pages et il vous donnera une vision globale euh, de la monnaie en islam et du rôle que peut jouer Bitcoin dans ce contexte-là. Donc n'hésitez pas, téléchargez-le. Et maintenant, si vous le voulez bien, entrons dans le cœur du sujet. Quand quelqu'un vient voir sa banque pour demander un prêt immobilier, il a en général une idée très simple en tête. Il se dit, la banque me prête son argent, donc c'est normal qu'elle me prenne des intérêts. C'est une idée tellement répandue qu'elle n'est presque jamais remise en question. Elle paraît logique, elle est juste, elle paraît même évidente, mais c'est une idée fausse, complètement fausse. Dans le système bancaire moderne, la banque ne prête pas l'argent qu'elle possède. Elle ne prête pas l'argent des autres clients. Elle ne prête pas un capital préexistant. Elle va en fait créer l'argent. C'est un point fondamental et pourtant très peu compris. Concrètement, lorsque vous allez voir votre banquier et que vous lui dites j'ai besoin de 200 000 euros pour acheter un appartement, la banque ne va pas chercher cet argent en bas dans un coffre. Elle ne va pas vérifier si elle a suffisamment de liquidités disponibles dans ses crédits, dans son compte. Elle ne va pas prendre l'épargne d'un autre client pour vous la donner et la faire travailler. Pas du tout. Elle ouvre un logiciel, elle inscrit 200 000 sur son écran, elle valide l'opération en appuyant simplement sur Entrée et hop, l'argent apparaît sur votre compte. Cet argent n'existait pas avant. Une seconde auparavant, il n'existait pas. Il n'a pas été épargné, il n'a pas été produit, il n'a pas été gagné. C'est ce qu'on appelle la création monétaire bancaire. C'est un privilège qu'ont les banques de pouvoir créer la monnaie à partir de la demande de crédit. Et à partir de ce moment précis, deux mondes totalement différents se font face. Un monde pour vous, pour gagner de l'argent où vous devez travailler. Vous devez vous lever tôt, vous devez prendre les transports, vous devez respecter des horaires, vous devez rendre des comptes à votre patron, vous échangez votre temps, votre énergie, parfois même votre santé contre un salaire. La banque, elle, de son côté, elle crée de l'argent en quelques secondes, sans faire d'effort physique, sans fatigue, sans contrainte réelle, sans risque vital. Et pourtant, c'est vous qui allez devoir rembourser. Prenons maintenant un exemple simple, réaliste, presque banal. Vous empruntez 300 000 euros sur 25 ans, à un taux d'environ 4%. À la fin du crédit, vous aurez remboursé environ 475 000 euros, puisque les intérêts se rajoutent au capital à rembourser. La banque, elle, a créé 300 000 euros à partir de rien. Euh, et vous, vous allez devoir lui rendre 175 000 euros supplémentaires. Pas avec de l'argent créé par magie, mais avec du vrai travail, des vraies heures de vie, du vrai stress, de vraies privations, pendant 25 ans. Des vacances annulées, des loisirs repoussés, des restaurants qu'on ne fait pas, des cinémas auxquels on ne va pas, des projets qu'on met de côté, des heures supplémentaires, une pression permanente pour ne pas être en retard dans les mensualités, pour ne pas perdre son emploi, pour ne pas avoir d'accident, pour ne pas tomber malade et risquer de ne pas être en mesure de rembourser. Et pourtant, malgré cette réalité, on entend souvent l'argument classique. Oui, mais la banque prend un risque quand même, donc les intérêts sont justifiés du fait de cette prise de risque. Regardons cela calmement, sans caricature. Quel risque prend la banque exactement? La banque n'avait pas cet argent au départ. Elle l'a créé. Elle l'a inventé à votre demande. Elle ne l'a donc pas perdu. Elle l'a créé.
Ensuite, avant même de vous prêter, elle va analyser toute votre vie, votre contrat de travail, vos fiches de paie, vos relevés bancaires, votre comportement de consommation, votre stabilité professionnelle, votre situation familiale. Elle vous note, elle vous classe, elle vous juge. Une immense partie du risque humain est éliminée avant même que le crédit ne soit accordé. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. La banque va évidemment vous imposer une assurance. Une assurance contre le décès, contre l'invalidité, contre l'incapacité de travail et parfois même contre la perte d'emploi. Si quelque chose vous arrive, ce n'est pas la banque qui perd et qui prend le risque de ne pas être remboursé. C'est l'assurance qui rembourse le crédit. Et, cette assurance, qui est-ce qui la paye? Ce n'est pas la banque, c'est vous. La banque se protège, mais c'est vous qui financez sa protection. La banque s'assure, mais c'est vous qui financez l'assurance. Et ce n'est toujours pas fini à ce stade-là. La banque prend également une hypothèque sur le bien. Le logement, acheté avec de l'argent créé à partir de rien, devient une garantie bien réelle, un actif tangible, un bien saisissable. Si vous ne pouvez plus payer, la banque peut saisir le logement, vous expulser et le revendre. Et là encore, les frais juridiques, les frais administratifs, les frais de procédure sont à votre charge. Tous les frais d'hypothèque sont à votre charge. Alors faisons le bilan, calmement. Premièrement, la banque n'a pas d'argent. Elle le crée à la demande d'un client qui vient réclamer un crédit. Elle ne fournit pas un effort équivalent au vôtre. Elle élimine une grande partie du risque en amont, avec tous les filtres, toutes les vérifications qu'elle fait avant d'accorder le prêt. Elle se protège juridiquement avec l'hypothèque. Elle se protège par l'assurance. Elle se protège par la saisie et la revente du bien, potentiellement, en cas de problème. Et vous, vous portez 100% du poids du système, 100% de l'effort, 100% de la pression psychologique, 100% de l'incertitude existentielle. Quoi qu'il arrive, la banque est payée. Même si vous tombez malade, même si vous perdez votre travail, même si votre vie bascule, même si vous mourrez, c'est cela le cœur du riba moderne. Et c'est précisément pour cela que l'islam interdit le riba. Pas par rigidité, pas par archaïsme, pas par opposition aveugle au progrès, mais parce que ce mécanisme est une injustice par construction, parce qu'il transforme la dette en outil de domination, parce qu'il déconnecte le gain de l'effort réel, parce qu'il concentre le pouvoir monétaire entre les mains de quelques institutions et parce qu'il fait porter l'essentiel du risque sur les plus vulnérables. Le riba n'est pas seulement un péché individuel, ce n'est pas uniquement une faute morale personnelle, c'est un mécanisme économique profondément destructeur. Un système qui organise un déséquilibre structurel entre ceux qui créent la monnaie et ceux qui doivent la rembourser par leur vie. Et tant que cette réalité n'est pas comprise, tant que le riba est perçu comme une simple règle religieuse déconnectée du réel, le débat restera superficiel. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une affaire réelle, absolument incroyable. Un Américain qui a attaqué sa banque en justice sur ce principe précis et qui a failli à lui seul faire vaciller tout le système bancaire. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum.